Les réseaux sociaux, en réalité, qui nous permettent, nous, de se connecter, les réseaux sociaux qui devaient faciliter la vie en réalité, même faciliter la rue en communauté, devient aujourd'hui, surtout au niveau du Congo, un vrai problème où les décideurs politiques s'en plaignent tout le temps. Et la dernière en date, nous avons suivi le président du Sénat, mais bien avant, vous avez eu le Premier ministre et même le président de la République qui a interpellé le gouvernement sur aujourd'hui ce qui sont devenus les réseaux sociaux. Réseaux sociaux, mais quel impact actuellement sur la société congolaise et peut-être aussi en Afrique. Ce soir, nous allons en parler de fond en comble avec le docteur Idriss Bossoto, donc Idriss Bossoto qui est avec nous, Antonin Idriss Bossoto, pardon, qui est avec nous. Bonsoir docteur. Bonsoir. Vous avez écrit un ouvrage aujourd'hui en réalité qui va nous servir aussi de repère. Médias sociaux en République du Congo, entre monopole de l'information et déclin des médias classiques. C'est votre dernier ouvrage. Merci d'avoir répondu à notre invitation. À ma gauche, vous avez donc Narcisse Kiwari. Il est aussi, on va dire, expert dans le domaine du numérique. C'est vrai qu'il se fait trop humble. Il voulait pas qu'on le présente comme ça. Bonsoir, Narcisse. Bonsoir, Fortuna. Alors, vous avez Bibéric Lokwa. Lui, il est activiste aussi dans le domaine numérique parce qu'il faut différencier. Tous les activistes ne sont pas tous les activistes. Et donc, ça veut dire qu'ils sont pas dans tous les domaines. Mais lui, aujourd'hui, c'est un homme qui veut à tout prix que les Congolais s'intéressent au numérique, mais quand on le suit, mais pour que cela soit bien utilisé. Merci, monsieur, d'être sur le plateau. Merci à vous qui nous suivez sur Téléka en ce moment. Tout ce qu'on vous demande, c'est de partager le contenu parce que nous avons des internautes qui ne sont pas connectés en ce moment. Il faut donc convier les autres à suivre les débats et surtout, nous vous permettons d'intervenir en direct avec les invités qui sont sur le plateau, poser les questions, ils répondront. Merci d'être avec nous. Messieurs, bonsoir à vous. Bonsoir. Première question, moi je la pose, on va ouvrir donc cette émission avec le docteur Antonin Idriss Bossoto, qui est aussi, je l'ai rappelé tout à l'heure, universitaire. Il est maître assistant CAMES en technologie de l'information et de la communication pour l'enseignement et spécialiste en communication digitale. Alors, qu'est-ce qu'on peut entendre aujourd'hui sur des réseaux sociaux? C'est quoi exactement? Alors, le concept de réseaux sociaux, il est polysémique parce que d'abord, les réseaux sociaux, c'est l'ensemble des relations qu'un individu entretient dans son environnement. C'est-à-dire, vous avez monsieur Fortuna Ngolali, vous avez vos amis, vous avez vos parents, vous avez vos collègues de service, tout ça constitue votre réseau social. Alors, avec le développement de l'Internet, on a migré de ce qu'on appelle le Web 1.0 pour le Web 2.0, qui donne la possibilité aux individus de se connecter à leur réseau social, c'est-à-dire de se connecter à leurs proches via les nouvelles fonctionnalités d'Internet, notamment les blogs et autres. Et notamment, ça a connu un succès avec les plateformes de réseaux sociaux qu'on a appelées comme Facebook, comme Twitter dans le microblogging et bien d'autres. Donc, il faut dire qu'aujourd'hui, on parlera beaucoup plus de réseaux sociaux numériques en termes de plateformes qui permettent à un utilisateur de se connecter aux personnes avec lesquelles, dans la vie physique, ils ont des contacts. Ça, c'est la manière la plus simple. Mais il faut préciser que ces réseaux sociaux, donc dans la transition de l'évolution du Web 1.0 vers le Web 2.0, donnent la possibilité à l'utilisateur non seulement d'être acteur sur Internet, de produire du contenu, vidéo, texte, images, son, mais également d'interagir avec des producteurs d'informations, mais d'interagir avec n'importe quelle qualité d'utilisateur. Et c'est ça la merveille, parce que l'individu, aujourd'hui, a le pouvoir de publier du contenu, ce qui rentre dans la catégorie de cette vision de l'Internet qui vient pour délier ou bien faciliter la liberté d'expression. Alors, Narcisse Kiwari, le docteur le dit que les réseaux sociaux viennent faciliter un peu la liberté d'expression, on va dire la connectivité aussi entre humains, la socialisation en réalité, ça devait l'être. Alors, quel est aujourd'hui le regard que vous avez des réseaux sociaux? Le regard, il est aujourd'hui mitigé, parce que les réseaux sociaux sont utilisés, on va le dire, de manière duplex, à deux tranchants, comme un couteau à deux tranchants. Certains l'utilisent bien
d'autres l'utilisent mal. Et donc, dans le bien encore, tout dépendra de la posture dans laquelle on est. Certains l'utilisent pour se former, pour socialiser, comme a dit le docteur Antonin, nouer des liens avec leur réseau social. Mais malheureusement, il y en a d'autres qui l'utilisent à des fins de diffamation, à des fins de pratiques non recommandables. Ouais. Voilà. D'accord. Bibéric, je viens à vous. Vous êtes activiste. Je le disais tout à l'heure, dans le domaine du numérique. Vous parcourez le Congo, vous avez fait pratiquement tout le département, on a envie de dire. Voilà, la dernière, votre dernier déplacement, c'était dans la Sangha. On vous a vu promouvoir ce département. Vous allez même au-delà du Congo, puisque vous avez participé à quelques rencontres au niveau du Congo. Je me souviens, vous étiez en Angola, on vous a vu quand même aussi, comme dans la Sangha, promouvoir quelques infrastructures angolaises. Alors aujourd'hui, quel est le regard, vous en tant qu'activiste, qui veut à tout prix que les Congolais soient connectés et même hyper connectés et qui utilisent le numérique. Alors, quel est le regard que vous avez aujourd'hui des réseaux sociaux? Comme l'a dit le docteur Idriss Bossoto, les réseaux sociaux numériques, pour moi, je vois plus de bien que de mal. Parce que la plateforme en elle-même ne produit pas de contenu. Ce sont des hommes qui sont derrière. Et la plateforme, pour moi, je me dis que non, c'est le miroir de la société. À travers les réseaux sociaux, à travers les réseaux sociaux numériques, on peut voir si le peuple est joyeux ou bien si le peuple n'est pas joyeux. Donc, pour moi, je me dis que non, les réseaux sociaux, c'est vraiment une opportunité pour nous qui sommes à cette ère. C'est vraiment une opportunité pour nous. Et pour moi, je vois plus de bien. Maintenant, le mal derrière les réseaux sociaux, ce n'est pas les réseaux sociaux en elles-mêmes, ce sont les hommes qui sont derrière. Parce qu'une personne qui est frustrée, vous n'allez pas lui demander de danser sur les réseaux sociaux. Une personne qui est blessée dans son âme intérieure, il ne pourra pas manifester la joie. Donc, c'est vraiment le miroir et c'est vraiment un outil que la plupart des décideurs pourraient bien se servir pour essayer de jauger la tension au niveau de la population. Voilà, docteur, je ne sais pas si vous allez pouvoir comprendre ma question. Pourquoi on a réellement créé les réseaux sociaux? Je crois que vous en avez parlé en partie tout à l'heure, mais je reviens parce que ma question qui viendra après, ce serait donc en réalité de comprendre l'utilisation de ces réseaux sociaux au Congo, parce que nous allons nous focaliser ce soir sur le Congo. Pourquoi on a créé ces réseaux sociaux? Pourquoi on les a créés, bien pourquoi on les crée? Voilà, pourquoi on les a créés? On les a créés. Alors, il faut dire que, en théorie de la communication, on dit qu'on ne peut ne pas communiquer. L'être humain, depuis qu'il est sur cette planète, a toujours eu besoin de communiquer. Avec le développement des technologies de l'information et de la communication, on a eu la possibilité de rompre avec deux types de barrières. Le temps et l'espace. C'est-à-dire que on a eu la possibilité de communiquer avec nos proches à distance et en peu de temps. C'est un peu ça, le phénomène Internet, c'est-à-dire la révolution Internet, c'est l'accès facile à l'information. Mais pas seulement l'accès facile à l'information, c'est l'accès facile à la communication, c'est-à-dire à l'échange d'informations entre individus, mais également à l'échange d'informations entre individus et institutions. Et avec ces évolutions, j'ai parlé du Web 2.0, l'individu aujourd'hui, l'utilisateur a le pouvoir, c'est-à-dire que l'utilisateur devient actif. Donc on va dire que quoi? Les fonctionnalités d'Internet, d'un point de vue marketing de l'information, avaient pour objectif de rendre l'utilisateur actif et non passif. Et c'est dans ce contexte que, quand je prends par exemple certains acteurs comme Mark Zuckerberg, à travers la firme Meta qui propose Facebook, à la base, c'était quoi? C'était de permettre à un réseau d'élèves ou d'étudiants d'une institution donnée d'être connectés et de s'échanger. Ouais. D'où la notion de Facebook, c'est-à-dire, on va dire, livre dans lequel nous avons les visages de tous les collègues d'une certaine promotion, de garder le contact et d'échanger. Donc il y a la notion d'échange, il y a la notion d'information, il y a la notion de communication, parce que l'individu, dans son quotidien, dans son environnement, ne peut ne pas communiquer. Ça veut dire que la communication fait partie de l'essence même de l'homme dans la société. Et du moment où nous avons
ces canaux, mais qu'est-ce que les gens font? Voilà, Ils communiquent, ils s'informent. Je reste avec vous. Je disais tout à l'heure dans mon introduction que aujourd'hui l'utilisation des réseaux sociaux pose un problème surtout pour les décideurs et même pour la société. On va en parler tout à l'heure. Mais est-ce que vous pensez que les réseaux sociaux au Congo sont utilisés comme il le fallait? Bah alors, il y a plusieurs catégories d'utilisateurs. Moi, ce que je reproche un peu, c'est le fait qu'on ne pilote pas d'études pour mesurer les usages. Dans d'autres pays, ça se fait. Aujourd'hui, nous sommes si je prends par exemple les développements de l'Internet depuis les années 2000, nous sommes en 2025, ça fait 25 ans. Il n'y a aucune étude qui a été menée pour mesurer les usages, non seulement de l'Internet et des réseaux sociaux République du Congo. Je pense que les institutions en charge devraient se rapprocher des universitaires, des chercheurs pour piloter des usages, pour savoir qu'est-ce que les gens font d'Internet et des réseaux sociaux. Parce que je peux pas dire X fait ceci, X cela, fait que cela sans études préalables. Mais il y a une chose qui est certaine, c'est qu'on peut dire qu'il y a deux catégories d'usagers. Ceux qui interagissent notamment avec les proches de leur réseau, et ceux qui publient de l'information. Mais l'information, elle peut être variée. Ça peut être de l'information d'actualité, ça peut être de l'information à caractère commercial, ça peut être également de l'information à caractère institutionnel. Donc, ça veut dire que quoi? Nous avons une différentes catégories d'informations pour une diversité également d'utilisateurs. Voilà, Narcisse Kiwari, je le disais, vous faites le monde aussi. Est-ce que aujourd'hui, puisqu'il y a beaucoup de plaintes, il y a beaucoup de coups de gueule au Congo, on va pas se le cacher, des attaques à gauche et à droite, des informations qui sont diffusées, ce n'est pas mauvais. Mais est-ce que le Congo utilise les réseaux sociaux comme il le fallait? Je ne donnerai pas une réponse ferme, une réponse absolue. Mais avant même de parler de l'utilisation des réseaux sociaux, il y a une notion que nous n'avons pas abordée. C'est d'abord la pénétration Internet. Ouais. Les réseaux sociaux fonctionnent parce qu'il y a Internet. Okay. Internet, à ce jour, est fortement implanté, répandu dans les grandes agglomérations, les grandes villes, Brazzaville, Ouesso, Oyo. En tout cas, ce sont les endroits où sont concentrés les utilisateurs d'Internet. Et dans ces utilisateurs Internet, au Congo, c'est à peu près 34% qui utilisent Internet de la population, 34% de la population qui utilise Internet. Et donc, de ces utilisateurs, c'est quasiment la moitié qui utilisent les réseaux sociaux. Donc, c'est une partie, c'est une bulle de personnes qui utilisent les réseaux sociaux. Donc, qu'il y ait, on va le dire, de la chamaillerie sur les réseaux sociaux, des débats, des échanges sur des sujets donnés, c'est une frange de la population qui est exposée à ces informations. Le monsieur qui vend ses poissons à Boanila ou bien à Bokoma, il n'est pas au courant de ce qui se passe sur les réseaux sociaux parce que là-bas, il est sur 2G, il a son téléphone première génération qui lui permet de faire des momos et c'est tout. Donc, sur l'utilisation du Congo, pour chuter sur ta question, est-ce que nous utilisons bien ou mal? Je reviens, je n'ai pas une réponse absolue par rapport parce qu'on constate, comme vous le dites, qu'il n'y a que Brazzaville et Pointe-Noire en réalité, à peu près d'Olizy, les grandes, où finalement, et la diaspora, où les gens sont réellement sur les réseaux sociaux, où on constate, comme Narcisse l'a dit, les chamailleries, les disputes. Alors, Bibéric, je vous repose la même question en réalité. Est-ce que vous qui êtes permanemment sur les réseaux sociaux, vous en faites même un instrument professionnel pour conscientiser et même former? Est-ce que les réseaux sociaux, après autant d'années, vous êtes dans la formation parce que vous n'avez pas commencé aujourd'hui, vous avez fait un CAI, CBT et tout. Est-ce que aujourd'hui, après tout ce que vous faites, les réseaux sociaux sont utilisés comme on dit, comme il fallait? Je dirais à la fois oui et non. Oui, pourquoi? Parce que les réseaux sociaux permettent aux gens de pouvoir s'exprimer, comme le docteur l'a dit. Oui, aujourd'hui, il y a quand même les langues qui se délient au niveau du Congo. Les réseaux sociaux permettent de pouvoir diffuser l'information, même lorsqu'on n'est pas professionnel de l'information. Il y a certains cas de société qu'on a connus ici au Congo. Si on ne l'avait pas vu sur les réseaux sociaux, on ne pouvait pas croire que ça s'est passé. Donc, c'est vraiment à bon escient pour moi. Mais non, pourquoi? Parce que le docteur l'a encore dit qu'il n'y a pas une étude au fait. Il n'y a pas une préparation à la vie numérique qui s'est fait au niveau du Congo. Tout le monde s'est jeté à l'eau comme ça et puis tout le monde s'est jeté à l'eau, tout le monde commence à utiliser les réseaux sociaux comme ça. Il n'y a même pas eu une préparation à la vie numérique. C'est là où il y a le danger. Mais sinon, pour moi, je dirais que non. Oui, c'est quand même bien utilisé pour l'instant, mais il y a quand même des vices à relever.
Voilà, docteur, je le disais dans mon introduction, pardon, que vous avez des autorités qui se plaignent aujourd'hui. Est-ce que, comme quelqu'un l'a dit, les réseaux sociaux sont devenus une arme de destruction massive? En effet. Ça, il y a plein de preuves. Déjà, excepté le contexte congolais, on se rappelle d'il y a environ une dizaine d'années avec le printemps arabe qui a occasionné la chute du régime Ben Ali face à certains dynamismes d'activistes sur les réseaux sociaux. Le problème part d'un fait. Je l'ai évoqué, on parle de la libération de la parole, c'est-à-dire que n'importe quel individu, quel qu'il soit, a la possibilité de diffuser, partager, on va dire ventiler un contenu sous n'importe quel type de format. Il y a un danger. Pourquoi il y a un danger? Parce que cela met en exergue les principes d'éthique et de déontologie. On pourra parler d'un point de vue du code pénal et également du code civil tel que Bibéric l'a évoqué lorsque nous étions en coulisses. Il y a des diffamations, il y a des atteintes. Vous voyez, donc il y a cette difficulté. Et cela m'amène également à rebondir avec ce que Bibéric a évoqué tout à l'heure. Il y a une problématique de l'éducation aux médias. Dans beaucoup de pays, les politiques en Internet ont été accompagnés de programmes d'éducation aux médias qui se sont faits soit dès le primaire, dès le collège, jusqu'au niveau universitaire. Chez nous, l'éducation aux médias n'est pas intégrée dans les programmes. Donc ça veut dire que on tombe sur quelqu'un qui a affaire à une Kalachnikov sans savoir que la Kalachnikov peut avoir un impact social. Parce que je rappelle que les médias de masse, parce que les réseaux sociaux sont des médias de masse, c'est des couteaux à double tranchant. Parce que si on se réfère à la théorie de Lasswell, on dit qui dit quoi, à qui, par quel canal, avec quel effet. Donc on suppose que tout outil médiatique a un effet. Et aujourd'hui, on voit l'effet. On voit des diffamations, on voit des atteintes, on voit c'est-à-dire on voit différentes formes d'informations qui aujourd'hui sont en train de polluer non seulement le débat public, mais également de faire d'importantes atteintes à la société. Et donc il faut dire que oui, le problème il est là. Merci Kiwari. Le problème est là, vous le constatez, qu'on est vraiment par rapport à tout ce que vous avez dit tout à l'heure, les réseaux sociaux devaient nous en réalité servir à faciliter la vie, à communiquer, à se connecter entre nous, à se partager les informations et même à se former. Aujourd'hui, est-ce que l'inquiétude est présente? L'inquiétude reste présente de la même manière qu'avec le même couteau, on peut faire de la cuisine, couper sa viande. Avec le même couteau, on peut aussi commettre un crime. Les médias sociaux, Internet, c'est pareil. C'est l'utilisateur qui détermine ce qu'il va en faire. J'aimerais aborder cette question sur une touche un peu plus personnelle. Il faudrait que nous puissions voir les réseaux sociaux comme des vitrines plutôt que des miroirs. Vitrine, la différence? Oui, vitrine dans ce sens que les réseaux sociaux devraient être des plateformes où l'individu, moi Narcisse, je viens partager ce que je fais, je viens partager de la connaissance, je connecte avec la société, je partage, c'est moi qui transmets. Miroir, le miroir, quand je le regarde, il me renvoie à mon reflet. Le miroir, ce que je suis, ce que je dois être devant les autres en fait. Voilà, les médias sociaux ne définissent pas qui je suis. Donc ce que les autres peuvent dire ne définissent pas qui je suis. Maintenant, s'il y a des faits avérés, ça c'est un autre débat, mais à la base, nous devons comprendre que les médias sociaux ne doivent pas façonner notre personnalité. Voilà, notre débat ce soir, on va se focaliser un peu sur le plan beaucoup plus technique, hein. On va pas, même si on va aborder quelques questions évoquées ici dans cet ouvrage, mais ça va rester beaucoup plus technique parce qu'on voudrait bien savoir est-ce qu'il y a la possibilité de réguler et de résoudre ou d'arrêter tout ce qui se fait sur Facebook et comment orienter. C'est pour ça que je m'en vais vers Bibéric. Bibéric, vous avez constaté aussi cette perversion, on va dire, des réseaux sociaux, ces dérives sur les réseaux sociaux. Effectivement, oui, à la dérive sur les réseaux sociaux, surtout, je prends l'exemple d'un réseau social que je vais citer, notamment TikTok. On a tous vu la manière dont l'Afrique utilise TikTok est vraiment différent de les propriétaires de TikTok, donc les Chinois. Vous voyez un peu, c'est pas le même contenu qu'on voit. Et tu sais ça comment? Bon, effectivement, ça part c'est la responsabilité des décideurs, parce que ce sont les décideurs chinois qui ont décidé que les utilisateurs de ce réseau social ne devaient pas voir
tout et n'importe quoi. Malheureusement, chez nous, on reçoit, en fait, on est en train de subir tout ce qui se fait dans la planète sans que les décideurs puissent canaliser, puissent jouer le parent. Puisque nous tous, lorsqu'on est à la maison, lorsque l'enfant se permet certaines libertés, on prend la chicotte, on essaie un peu de recadrer l'enfant. C'est ce que nos décideurs devraient faire également avec les réseaux sociaux que nous sommes en train de subir. Parce que jusqu'à preuve du contraire, il n'y a aucun réseau social qui est créé au Congo. Il n'y a aucun réseau social qui est créé avec l'écosystème ou avec la mentalité ou bien avec la sociologie congolaise. J'irais même plus loin, avec la sociologie africaine. Tous les réseaux sociaux que nous sommes en train d'utiliser sont en dehors de l'Afrique et nous sommes en train de subir. Donc, l'idéal, moi, je donnerais un peu la responsabilité aux décideurs de pouvoir canaliser, pas d'interdire, parce qu'on peut plus interdire, sinon ça serait peine inutile, de pouvoir canaliser pour que les gens puissent mieux suivre le chemin. On a parlé de la formation, on a parlé des études, je crois que c'est ce qui devait être fait. Docteur, il y a des gens qui disent finalement il y a une sorte de pression sur les humains. Aujourd'hui, il y a certains parmi nous qui croient exister que parce que les réseaux sociaux existent. En dehors des réseaux sociaux, ils n'existeraient pas. Est-ce que vous pensez que nous sommes en train de traverser cette pression où il faut à tout prix que l'on soit sur Facebook? On a même des couples d'ailleurs, dont la cuisine avec le couple qui se filme et qui publie tout. Et on a vu même sous la douche où des couples se filment. Tout est prêt, tout presque de notre vie privée est publié sur les réseaux sociaux. Est-ce qu'il le faut? Est-ce qu'on est sous pression? On vit sur une pression constante. Pourquoi? Parce que déjà, on considère les réseaux sociaux comme des médias qui proposent un contenu. Et nous savons que face au contenu, nous avons des utilisateurs, c'est-à-dire des téléspectateurs ou une audience. Mais qu'est-ce qui captive une audience lorsqu'on rentre un peu dans une approche un peu médiatique? C'est ce qui sort de l'ordinaire. C'est, comment on appelle ça dans un terme un peu plus médiatique, l'insolite. L'insolite captive. Alors, raison pour laquelle aujourd'hui, certains utilisateurs ont compris que en proposant des contenus, des vidéos, des images insolites, ils ont la capacité d'attirer de l'attention, d'attirer de l'audience et surtout faire des vues, c'est-à-dire monétiser leur compte de réseaux sociaux. On le voit aujourd'hui fréquemment, notamment sur Facebook et encore plus sur TikTok et sur YouTube. Donc il faut dire que c'est une attitude qui est propre à la communication de masse, parce que même dans les médias traditionnels, on constatait que la publicité marchait bien dans les contextes où il y avait une forte audience. Donc ce n'est qu'une simple reproduction. Et par rapport à votre question, je reviens à la problématique de l'éducation aux médias. Il faudrait éduquer les populations sur les usages, les us et pratiques nécessaires à l'utilisation des technologies de l'information et de la communication pour limiter les dérives. Autre chose, je parlerai également de certaines dérives parce qu'aujourd'hui, d'un point de vue psychologique, il faut retenir que oui, ces réseaux sociaux créent d'importantes addictions. Aujourd'hui, nous avons des gens qui ne dorment pas, qui passent du temps hyper connectés jusqu'à en avoir des maladies. Donc, je pense que tout ça, c'est des variables qui doivent être prises en compte. C'est pour ça que j'ai parlé de l'étude. On peut faire des études médiatiques, on peut faire des études même sur le plan sanitaire. Quel est l'impact de la consommation des réseaux sociaux sur la vie quotidienne, sur la santé? Parce qu'aujourd'hui, on constate que les dérives sont là. Mais docteur, est-ce qu'on devrait vraiment, comme je le disais tout à l'heure, tout partager sur Facebook, la vie privée des gens, les querelles internes, voilà. Est-ce qu'on devrait tout partager sur les réseaux sociaux? Alors là, je veux revenir à une campagne qui a été menée il y a quelques mois avec le Conseil supérieur de la liberté de communication, la campagne Être citoyen en ligne. Donc j'en profite pour saluer le président Philippe Mvo. Une campagne a été lancée, notamment abordant ces questions. On ne peut pas tout publier sur les réseaux sociaux. Excusez-moi, je prends un exemple assez banal. Nous avons des agents de la sécurité publique qui publient des photos, des vidéos de leurs actions sur le terrain, en béret, en tenue. Ça ne se fait pas. Mais comment cet agent du service de sécurité publique pourrait le savoir s'il n'est pas informé, s'il n'est pas sensibilisé? C'est ça le problème. Tout se passe au niveau de la sensibilisation. Si l'individu est sensibilisé, il pourra savoir que ceci, je peux le publier, cela, je ne le peux pas. Mais s'il n'est pas sensibilisé, il se dit que nous évoluons dans un territoire qui n'a pas de loi, qui n'a pas de frontières, et ben, qu'est-ce que nous faisons? Publions. Donc tout
se résume à la sensibilisation. Mais cette sensibilisation doit se faire dès le bas âge. On parle des agents de la force publique. Imaginez le nombre de jeunes filles aujourd'hui qui, dans 20 ans, ne pourront plus se marier parce qu'elles ont publié des nudes qui pourront leur être préjudiciables en 10-15 ans le jour de leur mariage. Mais elles le publient pourquoi? Parce qu'elles se disent que oui, il y a un laisser-aller, c'est possible. Non. La sensibilisation voudrait faire comprendre que tel type de contenu est préjudiciable. Non seulement pour toi, ou bien pour la personne qui pourrait être touchée. Donc je pense que le véritable problème se situe au niveau de la sensibilisation. La formation. La formation. Narcisse, est-ce qu'aujourd'hui les réseaux sociaux viennent briser, j'ai envie de dire, les barrières éthiques, les barrières sociales, éducatives finalement, et même des barrières d'intimité, où finalement il faut tout mettre sur la toile, peut-être pour passer l'information aussi aux autres que je vis bien, que mon époux m'aime, que mon épouse même, que je suis heureux avec mes enfants. Est-ce qu'on devrait le faire? La question de savoir si on devrait le faire ou pas, elle est propre à nous. À chacun de nous en réalité. Oui, de ce qu'on devrait faire en réalité. Oui, nous sommes responsables de ce que nous devons faire, mais nous devons rester conscients de l'impact de nos actions sur les autres. Comme dans la société normale en fait. Exactement. Ouais. Pendant que je publie avec mon téléphone, je suis seul devant mon écran, mais lorsque c'est publié, ça va dans le monde entier. Ça va sur les réseaux sociaux, ça se retrouve sur dans le monde entier. Donc, il faudrait que nous ayons cette conscience-là. Moi, j'ai pour habitude de dire aux personnes avec qui je travaille, même ceux que je forme, que nous devons adopter une forme d'hygiène numérique. Voilà. S'il y a quelque chose... Hygiène numérique. Voilà, hygiène numérique. C'est-à-dire... Avant de publier quelque chose, je me pose la question de savoir est-ce que je vais regretter d'avoir posté ceci demain, après-demain. Ça rejoint ce que le docteur a dit. Il y a des femmes qui aujourd'hui, ou plutôt demain, ne pourront peut-être pas se marier à cause des images qu'elles auraient postées des années auparavant. Donc, posons-nous toujours la question est-ce que ce que je vais publier va me rendre fier aujourd'hui et demain? Voilà. Bibéric. Puisque je le disais tout à l'heure, hein, vous le faites tout le temps, hein, vous nous vendez des destinations. Est-ce qu'en dehors de ça, on peut après, je vous vois aussi parfois nous partager vos humeurs quand vous êtes tout joyeux. Vous nous partagez. J'ai rencontré quelqu'un qui m'a dit ce jour-là j'étais de mauvaise humeur quand j'ai suivi la vidéo de Bibéric en train d'exhiber quelques pas de danse sur une chanson du gospel, et moi ça me fait du bien. Est-ce que on peut tout publier réellement, partager nos instants même privés? Je dirais oui et non en plus. Encore. Pourquoi? Parce que tout dépend de l'objectif que tu veux atteindre en publiant quelque chose. Quel objectif on veut atteindre? Effectivement, lorsqu'on est en train de publier, il y a un objectif derrière. Il y a certaines personnes qui se disent je veux me faire connaître. Il y a certains buzz qu'on a connus dans ce monde. Je vais prendre l'exemple des sextapes qu'on a connus, que ça soit en Côte d'Ivoire ou aux États-Unis, c'était fait intentionnellement pour se faire connaître. Donc, vous voyez que non, la chose a été faite pour monter un peu côté audience, se faire connaître, et puis ces personnes derrière, ils ont créé carrément toute une grande entreprise qui fait entrer de l'argent. Il y a une télé-réalité qui a suivi derrière, ainsi de suite, vous voyez. Donc, ça veut dire que non, il y avait un objectif derrière. Lorsqu'ils ont publié, c'était intentionnel. Mais celui qui n'est pas, voilà pourquoi on revient encore sur la formation. Parce que celui qui n'est pas aguerri, celui qui n'est pas au courant, n'est pas informé, il va suivre X ou Y, il va se mettre à publier tout sur sa vie. Et puis ça va le pousser, c'est comme le docteur l'a dit, c'est comme une drogue. Ça va le pousser à avoir une vie qui n'est pas la sienne. Donc automatiquement, il va vouloir faire des choses, à entrer même dans des vices pour vivre cette vie. Donc en temps normal, on ne publie pas tout, mais tout doit être intentionnel. Pour vous répondre, j'ai souvent, beaucoup de gens me posent cette question. Bibéric, tu publies tout. J'ai toujours posé cette question aux gens. Bibéric publie tout. Mais est-ce que vous connaissez quelque chose sur ma vie privée? Rien du tout. Vous connaissez ce que je montre. Vous connaissez ce que je montre, mais vous ne connaissez rien sur ma vie privée. Parce qu'on peut tromper n'importe qui sur... Effectivement. Très bien. Donc, je canalise ce que je publie, je montre ce que je dois montrer, et tout ce qui est vie privée, aujourd'hui, je ne montre rien, je ne montre à personne. Et pour la question que vous avez dit sur
partager la bonne humeur, oui, c'est un témoignage que j'ai reçu d'une personne qui m'a appelé. La personne se trouve en Guinée-Conakry. C'est une amie. Et elle m'a appelé un soir, c'était vraiment très tard la nuit, pour me dire, vraiment, j'aimerais te partager quelque chose que je viens de vivre. J'étais sur le point de me suicider et lorsque tu étais en train de danser, la chanson m'a plu. Je suis allé sur YouTube pour voir cette chanson et ça a changé carrément mon humeur. Et mais je me suis dit, mais qu'est-ce que j'allais faire? Elle a pris tous les médicaments qu'elle avait mélangés pour boire. Elle a jeté ça et puis elle m'a appelé pour me dire ça. Ça m'a vraiment choqué. Pourtant, moi, lorsque j'exprimais la bonne humeur, c'était juste pour partager. Et après, avec le temps, je me suis dit que non, c'est un credo. J'ai pris ça comme un credo pour moi, de partager la bonne humeur. Parfois, il y a des gens également qui me suivent, qui ont besoin d'avoir la bonne humeur. Voilà. Vous comprenez, quand nous sommes en train de parler de l'impact des réseaux sociaux, ce soir, sur la société congolaise, vous pouvez participer au débat. Vous êtes sur Tchéléka Média. Donc, je suis en train de faire la ronde de mon plateau. Docteur, après je reviens ici. Docteur Antonin Idriss Bossoto. On va parler aujourd'hui maintenant du pouvoir des réseaux sociaux sur la société congolaise. Est-ce qu'on peut mesurer quel est aujourd'hui l'impact, même l'influence des réseaux sociaux sur le Congo? Alors, il faut dire que l'impact, il est violent. Excusez-moi le terme que j'emploie, ou je sais pas l'adjectif que j'emploie, l'impact est violent. Parce que déjà, techniquement, les réseaux sociaux aujourd'hui ont pris le monopole de l'information. Ils ont ravi aux médias traditionnels que sont notre presse écrite. Je vais pas citer les médias. Donc, notre presse écrite, notre presse audiovisuelle, tant privée que publique, les réseaux sociaux aujourd'hui ont pris ce pouvoir. Un exemple simple. Un accident sur le viaduc, avant qu'une équipe de la télévision publique ou que d'un quotidien ou hebdomadaire de la place n'arrive pour traiter l'information, dans les 5 minutes, tous les Congolais connectés sur le réseau social WhatsApp reçoivent l'information en partage. Il en est de même pour les notes ou décrets, également différents arrêtés gouvernementaux, annonçant peut-être la nomination ou bien, on va dire, la révocation d'une autorité. Avant même que ce soit annoncé de manière officielle par les canaux standards, tout le monde en dispose dans leur téléphone. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, nous vivons une forme de ce qu'on appelle EWOM, Word of Mouth Electronic, c'est-à-dire nous vivons un bouche à oreille électronique, mais qui prend une dimension mais incommensurable. Ça va hyper vite, c'est-à-dire que le phénomène des réseaux sociaux aujourd'hui se manifeste par un buzz. Aussi bien les utilisateurs que nous sommes, qu'aussi bien les responsables n'arrivent pas à maîtriser. Et ça va très vite. Et aujourd'hui, on voit cette société congolaise aujourd'hui vivre selon le rythme de l'actualité publiée sur les réseaux sociaux. Donc, ce qui fait qu'aujourd'hui, vous avez une catégorie de Congolais, une catégorie d'utilisateurs qui ne se focalisent même plus sur la presse écrite et encore moins sur les journaux télévisés des chaînes privées et publiques, mais qui sont soit sur WhatsApp, soit sur TikTok ou encore sur Facebook et également le réseau X pour avoir une information. Je reste avec vous. C'est une autre question. Avec vous, je reviendrai sur la première question. Vous enseignez les étudiants en journalisme. Est-ce qu'aujourd'hui, les réseaux sociaux ont la même influence? Est-ce que ça vient changer un peu le paradigme, on va dire, journalistique au Congo? Tout à fait. Vous êtes là aujourd'hui, Tchéléka Média. Nous savons que nous vous fournissons près de 90% de votre personnel. Il y a plein d'autres chaînes aujourd'hui, plein de médias distribués, plein de sites internet d'actualité. On peut dire que 90% de la presse en ligne aujourd'hui au Congo est formée par l'université Mariangouabi, notamment par le parcours des sciences et techniques de la communication. Donc, mais comment font-ils, selon vous, face à cette influence des réseaux sociaux? Puisqu'on pense que finalement, la presse n'est pas assez présente sur les réseaux sociaux, puisque les mauvaises informations, les fake news, courent plus que la bonne information. Aujourd'hui, est-ce que la presse subit, elle, négativement cette influence des réseaux sociaux? La presse subit un effet. Là, je reviens un peu dans ce qu'on appelle le marketing de l'information. Lorsque vous allez à la pêche, donnez à un poisson ce qu'il veut et le poisson mordra à la meçon. Pourquoi toutes ces plateformes dont vous parlez, toutes ces plateformes à scandale marchent? Parce qu'elles proposent une information que les médias traditionnels, que les médias mainstream n'abordent pas. Ouais. Aujourd'hui, ce qui marche aussi bien dans le cinéma, dans la musique, dans le divertissement, c'est tout ce qui sort de l'ordinaire. On parle de scandale, on parle de presse à scandale, on parle de sujets à caractère people.
impliquant des autres autorités, impliquant des scandales. Et du moment où vous avez un média, on va dire alternatif, qui a la capacité de traiter de ces faits, mais qu'est-ce que les gens viennent? Les gens viennent à l'abreuvoir pour savoir qu'est-ce qui se passe, parce que on parle de la loi des 3 S. En termes d'information, toutes les informations d'actualité, un scandale insolite qui traite du sang, du sexe et du sport intéressent le public. On va dire que ces plateformes proposent simplement cette qualité de contenu du moment où c'est l'audience en a besoin. Ouais. C'est ça. Oui, je reste toujours avec vous. La page 78 de votre ouvrage, je vais rapidement lire ce que vous avez dit. Face à l'attrait de l'actualité du sensationnel, Brazza News a adopté une politique éditoriale de diffusion d'informations choc qui répond à la logique du choquer pour plaire, à l'image des magazines People. À scandale, ce média vend du sensationnel couplé à une satire virulente des institutions de la République du Congo et du pouvoir de Brazzaville. Est-ce que c'est ce que les médias devraient faire en réalité? Peut-être pas, parce que chaque type de média a une ligne éditoriale. Je prendrai un exemple simple. En France, vous avez des magazines comme Paris Match et vous avez des magazines comme, par exemple, je dirais, Le Détective. Lorsque vous prenez Le Détective, on vous parle de meurtre, on vous parle d'un certain nombre de faits liés au crime. Par exemple, Paris Match vous parle, par exemple, d'un certain nombre de faits à caractère people. Tout dépend de la ligne éditoriale et tout dépend également de la cible, c'est-à-dire du lectorat, de l'audience, de l'audimat, du média. Mais je rappelle qu'aujourd'hui, nous sommes dans une ère de mondialisation, nous sommes dans une ère du spectacle, nous sommes dans une ère du divertissement. Et que veut le public? Le public a besoin d'informations sensationnelles, a besoin de scandales, a besoin de faits qui sortent de l'ordinaire pour se sentir. Et certains médias, comme ceux que vous avez cités, ont compris. On va dire qu'on va pas réinventer la roue. Si ça a marché aux États-Unis, si ça a marché en France, on reprend le même système, on balance et les gens ils font quoi? Ils suivent. Voilà, Narcisse, je reviens sur ma première question parce que je voulais quand même développer cela parce qu'il en parle, il parle même de beaucoup de choses, WhatsApp, l'information entre buzz et viralité. On va peut-être pas en parler ce soir. Je le recevrai prochainement dans la grande interview pour décortiquer son livre. Je vous le rappelle, c'est Médias sociaux en République du Congo entre monopole de l'information et déclin des médias classiques. Le livre est là. Donc, je voulais juste parler du sujet qui nous concerne ce soir. On reviendra plus tard dans la grande interview. Certainement, c'est Nestine qui le recevra pour parler de ça. Mais je viens à vous. Alors, Narcisse, quelle est aujourd'hui l'influence des médias Congo, les médias sociaux, pardon, sur le Congo? Oui, l'influence, elle est évidente. Le docteur a donné des exemples très patents. Aujourd'hui, nous avons même des institutions qui préfèrent inviter des médias en ligne plutôt que d'inviter les médias traditionnels. La différence principale que je voulais relever, que le docteur n'a pas relevé, c'est la disponibilité de l'information. Dans les médias traditionnels, pour la télévision par exemple, il fallait se tenir à une heure précise pour suivre le journal. Pour les médias écrits, il fallait aller au kiosque d'à côté pour acheter le journal. Alors qu'aujourd'hui, à tout moment, n'importe où, vous vous connectez, voilà, il y a l'immédiateté et la culture de l'instantanéité, voilà. On va pas aborder ça. Nous en avons parlé dans les coulisses. Donc je disais que aujourd'hui, à tout moment, j'ai accès à l'information que je veux avoir. Et aussi, une fois qu'un incident ou qu'une information a été diffusée, l'avantage qu'on a avec les médias en ligne, c'est que cette information reste encore disponible et consultable dans le futur. Est-ce que le Congo subit les réseaux sociaux? Est-ce qu'on peut le regretter, en fait, d'être sur les réseaux sociaux au Congo? Est-ce que le Congo subit les réseaux sociaux? Je ne pense pas, Ça nous sert quand même. Ça nous sert quand même. Aujourd'hui, certains médias s'ajustent. Le grand média public également est en train de s'aligner avec la réalité, avec la conjoncture. Ouais. Il y a une chaîne YouTube, quand je suis le journal, je me connecte à l'heure, même si pas jusqu'ici permanemment en direct, mais pendant les journaux, il y a une évolution en direct, il y a une révolution. Il y a une révolution. Sur l'application, l'application diffusée en permanence en direct. Donc il y a une forme d'adaptation, c'est une réalité qui est là. Plutôt que de subir, on s'adapte. Libérique, on subit. Je crois que tous les médias aujourd'hui, même dans les pays plus avancés, ils se sont tous adaptés. France 24 n'est pas resté sur sur les bouquets télévision. Ils sont tous descendus, pas descendus. Ils ont tous migré vers les réseaux sociaux. Pour moi, je vais prendre un exemple.
les réseaux sociaux, en 2018, j'étais en CAI, où j'ai formé quelques jeunes dans l'utilisation des réseaux sociaux. Et à la fin de la formation, je les ai demandé de créer la page CAI City, une page d'information. Ils ont créé la page d'information CAI City. Quelques temps après, ils m'ont appelé pour m'expliquer quelque chose qui s'était passé. La plupart de la diaspora d'un CAI, donc la plupart des ressortissants d'un CAI qui vivent à l'étranger, se sont connectés sur la page pour savoir un peu l'information qui se passe en CAI. Un jour, ils avaient transmis l'information de la radiologie, du service de radiologie qui ne fonctionnait plus au niveau de l'hôpital général de CAI, l'hôpital général ou l'hôpital de base de CAI. Alors, ils ont fait une collecte jusqu'à ce qu'ils ont pu envoyer 1100 €. Si je me trompe pas. À peu près 600 et quelques mille ou 700 et quelques mille francs CFA. Oui, 1100 € qu'ils ont pu envoyer à l'administrateur de la page. Et l'administrateur de la page a dit que non, pour l'événement, je dois être là. Je suis allé, ils ont pris les 1100 €, ils ont remis au maire. C'était comme une petite cérémonie. Le maire l'a remis au responsable de l'hôpital pour qu'on puisse essayer d'acheter la pièce qui manquait pour le service de radiologie. Ça, par exemple, s'il n'y avait pas la page, peut-être il fallait attendre encore que ça puisse monter au niveau du gouvernement et toute la pratique pour la sortie de l'argent qu'on connaît que c'est compliqué. Parfois, le service ne devait pas se rétaper si tôt. Donc, pour moi, rien que cet exemple, je me dis que non, les réseaux sociaux ont de l'influence ici au Congo et aussi parfois de bonne influence. Ne regardons pas seulement ce qui est mauvais. Regardons également ce qui marche et ce qui est bien. Bébéry, je reste avec vous. Vous militez pour une éducation numérique, la bonne éducation numérique dans ce pays. Mais d'un côté, vous le faites. De l'autre, on constate que finalement, il y a ce que je le dis tout le temps, des insulteurs publics. Vous avez ces mercenaires, vous avez tout ce qui diffuse n'importe quoi, contraire à ce que vous faites en réalité. Et qu'est-ce que vous pensez, vous, que sur les réseaux sociaux, qu'il y ait aussi des attitudes aussi contraires, surtout dans le cas du Congo? Vous militez pour quelque chose d'assez noble, mais de l'autre côté, vous avez aussi vos propres compatriotes qui font le contraire, en fait. Au fait, les réseaux sociaux, comme je l'ai dit, c'est juste une vitrine. Ça nous montre, au fait, la réalité. En dehors des réseaux sociaux, mettons les réseaux sociaux à part. Repartons dans nos quartiers. Comment on nous traitait dans nos quartiers? Lorsqu'on est bien habillé, lorsqu'on parle couramment français, lorsqu'on salue pas trop les gens, on reste pas souvent dans les grès, dans les coins du quartier là où on discute, tout le monde va te traiter d'orgueilleux. Tout le monde dit, celui-là, il est toujours gonflé, celui-là, vous voyez un peu. C'est le même mécanisme qui se transpose maintenant sur les réseaux sociaux. Une personne d'un côté, il est en train de bien faire. À côté, il y a toujours des gens qui vont le critiquer, il y a toujours des gens qui vont le salir. Donc, c'est la même réalité. Le cyberespace nous montre seulement ce que nous sommes en train de vivre. Voilà pourquoi j'ai dit au début que non, les réseaux sociaux, c'est juste la vitrine de nos sociétés. Donc, s'il y a beaucoup de gens qui sont en train d'insulter, à la limite, parfois, il faut les écouter. Parfois, ce sont des personnes qui sont frustrées. Parfois, ce sont des personnes qui ont des blessures à l'intérieur. Donc, il faut d'abord les écouter pour voir comment guérir ces blessures. Il y a aussi des petits... certainement avoir des psychologues sur Facebook. Effectivement, même pas sur Facebook, on devait avoir des psychologues qui devaient ouvrir un peu des cabinets partout ici à Brazzaville pour guérir les blessures intérieures. Parce que lorsqu'on voit la réaction de certains Brazzavillois, certains Congolais sur les réseaux sociaux, on sent de la frustration, on sent de la blessure intérieure. De l'aigreur. Oui, docteur, nous tendons vers la fin de cette... Narcisse, allez-y alors. Je voulais réagir à parler de quelque chose brièvement. Il y a un aspect que nous n'avons pas abordé, c'est celui de l'algorithme des réseaux sociaux. Bon, c'était la chute. C'était la chute. C'était la chute. Comment on va résoudre tous ces problèmes? Comment détecter tous ceux qui sont derrière? Mais vous pouvez, allez-y. D'accord, je vais quand même en parler rapidement. Donc, l'algorithme de ces réseaux sociaux, lorsqu'on parle réseau social chez nous au Congo, on pense en général Facebook. Oui. Donc, l'algorithme de Facebook travaille de sorte à nous donner ce que nous souhaitons. Lorsque nous sommes habitués à regarder certains types de contenus, que ce soit des discussions, je peux employer... On en reçoit maintenant tout le temps. De tout le temps. Ouais, maintenant, c'est à nous, intentionnellement, de casser la chaîne
de nous orienter vers des contenus donnés, Ouais. choisir ce que nous voulons regarder. S'il constate que, par exemple, que Gabriel Mabiala parle tout le temps de la coiffure, finalement, les algorithmes, pardon, Vont nous renvoyer tous les tout ce qui est les Voilà, coiffures de tous les Brazzaville, Tout les est thématique, intérieurs. tout est thématique en lien avec la Voilà. coiffure. Et maintenant, si je m'intéresse à un autre sujet, je vais Oui. faire des recherches sur ce sujet, Oui. regarder quelques vidéos sur ce sujet, et l'algorithme va commencer à m'envoyer des informations, des contenus qui vont dans ce sens-là. Et Donc, pour c'est un aller aspect même plus important. loin, Oui, excusez, pour aller même plus loin, aujourd'hui avec l'intelligence artificielle et les téléphones intelligents que nous avons, il suffit même de causer. Il y a le téléphone qui capte les messages. les applications et automatiquement, surtout. lorsque vous vous connectez, Oui, les applications, il vous sert ce que vous venez de discuter. Les applications que nous Vous êtes enregistrons. en train de discuter sur un sujet et automatiquement, il vous sert ce sujet. Ouais. Pourquoi? Parce que On a l'intelligence l'impression, artificielle qui est on derrière. a l'impression que les téléphones nous écoutent, mais c'est souvent, comme on le dit, les applications que nous installons. Docteur, c'est l'avant-dernière question pour tout le monde. Aujourd'hui, voilà, la dernière question que j'ai sous mes yeux, c'est celle de savoir, est-ce qu'on a la possibilité aujourd'hui de mettre fin à tous les dérives, on veut dire les dérives que nous subissons. Est-ce qu'il y a la possibilité d'arrêter tout cela? Ben, il n'y a pas de possibilité. D'abord, est-ce que ces plateformes nous appartiennent? Ne nous appartiennent pas. Deux, on va dire quoi? On parle de la société de l'ubiquité. Ça veut dire qu'un monsieur peut se retrouver au Groenland et publier un contenu pour nuire à un Congolais. Un monsieur peut se retrouver en Jamaïque, publier un contenu pour nuire Narcisse ou bien nuire mon frère Bibéric. Vous l'arrêtez comment? C'est ça le problème. Le véritable problème, moi je reviens sur la question de la sensibilisation. Et je reviens un peu sur ce que j'ai évoqué tout à l'heure. On avait lancé une campagne avec le Conseil supérieur, la campagne Être citoyen en ligne, c'est-à-dire avec un certain nombre de règles éthiques, déontologiques et morales de l'utilisateur, non seulement de l'Internet et des réseaux sociaux. C'est ça. C'est-à-dire on doit migrer vers une sensibilisation à un usage responsable des technologies de l'information et de la communication. Okay. Ce n'est que comme ça qu'on pourra, à la limite, peut-être, on va dire, amoindrir les effets. Mais les plateformes ne nous appartiennent pas. Facebook, qui appartient à Meta, fait du business. Instagram fait du business. Pinterest fait du business. TikTok, X font du business. C'est des plateformes qui ne nous appartiennent pas. C'est des plateformes dans lesquelles il y a de gros investisseurs qui génèrent des millions de dollars à l'heure. Alors, nous avons quel pouvoir pour les influencer vis-à-vis de X ou de Y? On peut dire que les humains, tout ce qui utilise Facebook, sont comme des pantins pour ces réseaux sociaux. Ils sont manipulés en réalité. Ben, on va dire que, vous savez, on parle de la théorie du digital labor. Digital labor, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est les utilisateurs qui font vivre les plateformes. On se rappelle, il y a à peu près un an, Facebook avait connu un bug. Je crois de 3 ou 4 heures. En 3 ou 4 heures, Facebook avait perdu combien? Est-ce qu'on avait pu évaluer? Je crois qu'on peut retrouver les chiffres. C'était des milliards et des milliards de dollars parce que ce sont nous, les utilisateurs, qui proposons des contenus, qui proposons des interactions qui font vivre ces plateformes. C'est ça le pouvoir que nous avons. Ouais. Donc le jour où nous arrêtons les plateformes... On ne sait pas en réalité, on se sent dépendant réellement, alors que ces réseaux sociaux dépendent de l'activité des utilisateurs sur les plateformes. Et ça, il faut le comprendre. Si on ne comprend pas, ça veut dire que on continue à produire du contenu pour faire vivre ces plateformes. Donc le même salut, le simple petit coucou, comment tu vas, Bibéric, tu m'as pas appelé. Ça fait vivre la plateforme. Voilà. Et Narcisse, il y a une dame qui nous écrit, qui dit, elle a passé toute une journée sur son téléphone, sur TikTok, dans son coin. Son époux également était sur son téléphone dans le lit. Les enfants qui n'ont pas accès au téléphone étaient devant le téléviseur. Et finalement, elle, quand elle prenait son repas, elle était sur son téléphone. Son mari à table était sur son téléphone. Les enfants ont été à table, mais avec le téléviseur. Et finalement, est-ce qu'on peut arrêter tout cela? Il n'y a pas que les insultes, il n'y a pas que les arnaques et tout ce qu'il faut. Est-ce qu'on peut vraiment arrêter tout ça? Nous sommes renvoyés à notre responsabilité personnelle, donc l'utilisation des réseaux sociaux. Ce que vous avez évoqué, la maman, l'enfant, les enfants et le papa devant les appareils électroniques en train de naviguer, ça montre de la dépendance. C'est un peu comme comment on peut appeler ça,
des substances addictives. Ça devient de l'addiction. Ceux qui consomment certaines choses, certaines drogues, qui ne peuvent pas se passer de ces choses, c'est quasiment la même chose qui se transpose avec les réseaux sociaux. Donc, il faut une prise de conscience, il faut un éveil pour pouvoir sortir de ce cycle-là. Mais sinon, c'est pas évident pour quelqu'un de se rendre compte qu'il est dans le mal. Quand je suis addict, voilà, addict. Donc, ici, tu en parles en anglais, oui. Quand je suis addict de quelque chose, je ne suis pas conscient de cette chose. Il faut qu'il y ait un choc. Quelqu'un qui est sorti de cette addiction peut-être, ou bien une coupure, un sévrage qui va me choquer sur ce problème d'addiction que j'ai. La dernière question avec vous, hein, je ne reviendrai plus sur vous. Est-ce que aujourd'hui, puisqu'il y a un philosophe congolais qui l'a dit, hein, c'est le professeur Thierry Ebomé et Magessa Ebomé qui l'a dit, hein, il a dit finalement que les réseaux sociaux viennent déshumaniser les hommes, détruire la socialisation même. Est-ce que vous pensez qu'on y est vraiment? Encore une fois, c'est une affirmation, c'est son ressenti, c'est un philosophe. Un point de vue, un philosophe, oui. Avec l'intelligence artificielle. Ça brise les sentiments, ça brise les émotions, c'est ce qu'il a dit. Déshumanisation. À certains égards, oui. Mais la même intelligence artificielle peut être un bon coach et même un bon conseiller, même s'il peut être détaché des émotions. Moi-même, j'ai fait l'expérience, j'ai eu quelques questions existentielles, personnelles que j'avais. J'ai interrogé l'intelligence artificielle et j'ai eu des réponses quand même sensées, de personnes sensées que je suis. Donc, dire que ces instruments viennent déshumaniser, à certains égards, oui. Mais à d'autres égards, je dirais non. On l'a répété, les réseaux sociaux sont en fait des réseaux sociaux numériques. Déjà sur le plan physique, nous avons des réseaux sociaux, des amitiés, et le numérique nous permet de dépasser le cercle restreint local. Les barrières géographiques sont totalement brisées avec le numérique. Donc ça, c'est quand même un avantage que nous ne pouvons pas négliger. Merci beaucoup, merci Kouari, Bibéric. Voilà, est-ce qu'on peut arrêter les dérives sur les réseaux sociaux? Est-ce qu'on peut réellement orienter, comme ce que vous faites, vous êtes activiste, orienter une bonne partie de la population vers ce que vous faites? Effectivement, oui, on peut arrêter, mais c'est un travail c'est un processus au fait. C'est un processus. Lorsqu'on va décider de pouvoir inclure l'éducation sur le numérique, bien sur l'usage du numérique, dès le primaire, le docteur l'a dit, ça serait mieux de voir intégrer l'éducation sur les médias en ligne également, sur l'usage du numérique dès le primaire. Je crois que dans 5 ans, 10 ans, on aura une génération de ceux qui vont utiliser les réseaux sociaux différemment de ceux que nous vivons aujourd'hui. N'oublions pas que on a tous connu les réseaux sociaux au même moment et la jeune fille de Wendy veut directement devenir comme Kim Kardashian. Vous voyez un peu. Donc automatiquement, lorsqu'elle la voit, automatiquement elle est éblouie. Elle veut devenir comme elle. Regarde nos filles aujourd'hui. Elles se maquillent comme elle. Et les coiffures, c'est comme elle. Donc il y a cette influence effectivement. Donc pour arrêter, ça sera un choc qui ne pourra plus être possible. Mais l'idéal, pour mieux arriver à cela, il faut introduire cela dans l'éducation, dans le système éducatif, pour que les gens puissent avoir quand même les gens puissent se former sur comment aller sur les réseaux sociaux, comment utiliser Internet. Et puis l'Internet, on peut pas également l'utiliser pour toute la journée. Comment se donner une discipline, même pour les questions de santé. Pour les questions de santé également, comment se donner une discipline sur l'usage de l'Internet. Et lorsqu'on introduit ce programme dans le système éducatif, dans 10 ans, on aura une génération de ceux qui vont utiliser les réseaux sociaux différemment. Voilà, il vous arrive de passer des mois et des mois sans rencontrer certains amis, mais grâce aux réseaux sociaux, vous pouvez discuter avec eux, mais aussi vous n'avez plus un contact direct alors que vous vivez dans une même ville. Est-ce que, comme disait
disait le philosophe Ghislain Thierry Manguessa Ebomé, que les réseaux sociaux viennent déshumaniser, viennent briser le social qui nous lie, viennent briser les sentiments, les émotions. Voilà, ils prenaient même l'exemple aujourd'hui des femmes en caoutchouc, pour ne pas dire les femmes poupées. Et vous avez aussi des femmes dans leur maison qui ont aussi des hommes en caoutchouc, finalement, pour ne pas citer ce qu'il faut pour choquer les femmes. Est-ce qu'on vient pas détruire l'humanité? Je crois pas que ce soit les réseaux sociaux qui puissent détruire l'humanité, non. Ça ne déshumanise pas. Oui. L'évolution du monde, parce qu'il faut se dire lesquels sont en train de produire toutes ces technologies qu'on est en train de voir, les poupées russes, lesquels sont en train de le produire. Ça se produit en Occident. Là où les gens sont habitués à vivre seuls. Là où les gens sont habitués à être solitaires. Et c'est eux qui réfléchissent à ça. Tu n'as pas besoin d'avoir d'enfants non plus. Effectivement. Donc, on est dans des pays où les gens sont souvent solitaires. Oui. Ils ne vivent pas souvent en communauté comme nous ici, les Bantous. Oui. Nous, les Bantous, on vit souvent en communauté. Oui. Mais en Occident, les gens sont habitués à vivre seuls. Donc, en vivant seul, il a besoin d'un robot. On le voit aujourd'hui très développé au Japon. En vivant seul, il n'a même pas besoin d'un chauffeur. On voit Tesla avec ça. Donc, il tape juste à destination, il est en train de partir. Donc, ça vient de cet environnement, ça vient de cette société. Ceux qui sont habitués à vivre seuls. Et ils sont en train de produire des solutions qui les permettent à vivre heureux en étant seuls. Mais nous, je ne crois pas que non. Ça ne pourra pas déshumaniser un Bantou quand même. Même si il y a quand même la distance qui se fait, mais les réseaux sociaux, ça aide souvent. Je donne l'exemple. Aujourd'hui, on peut ne pas avoir vu un ami pendant longtemps, mais s'il y a un problème qui lui est arrivé, à travers les réseaux sociaux, lorsqu'il le publie, on peut aller assister cet ami. Mais s'il n'y avait pas les réseaux sociaux, il pouvait passer dans un malheur sans qu'on puisse l'assister. Pourquoi? Parce qu'on n'était pas au courant. Merci Bibéric. Docteur, mais je ne vous pose pas plus la question sur votre ouvrage. C'est juste pour introduire ma dernière question, parce que nous sommes arrivés à la fin de cette émission. C'est la page 73, le chapitre donc 6, la citoyenneté informationnelle et les médias alternatifs. Vous parlez de la citoyenneté informationnelle, mais le docteur, qui est votre collègue universitaire, Thierry, donc Ghislain Manguessa Ebomé, lui pense que les réseaux sociaux, sinon les nouvelles technologies de l'information, de la communication de l'information, viennent déshumaniser les hommes, casser tout ce qui est sentiment émotionnel. Voilà, et même quand vous rencontrez une femme dans la rue, vous constatez qu'elle n'a plus d'émotion, qu'elle n'a plus de sentiment. Des hommes ont donc des poupées, les femmes ont des caoutchoucs, comprenez, suivez bien mon regard. Alors, docteur, la nouvelle technologie vient tout détruire, c'est oui, ça? Donc, comme disait mon frère Bibéric Lequois tout à l'heure, on pourra dire oui et non. Mais il faut dire que la déshumanisation, elle est en pleine évolution. Je prendrai un exemple simple. Regardez les contenus vidéos ou images qui circulent sur des réseaux tels que WhatsApp, dans lesquels, par exemple, il y a des décapitations, des contenus impliquant des morts humaines, ou bien des décès, des nudités et autres. Mais le principe d'humanisation du contenu voudrait que ce soit des contenus qui soient bloqués, supprimés. Absolument. Ouais. Mais qu'est-ce qui se passe dès qu'on tombe? Je me rappelle, il y a quelques jours, il y a des vidéos d'exactions qui se sont passées dans un pays de la sous-région, dans lesquelles des rebelles étaient en train de couper en morceaux, des civils. Ouais. Mais un contenu de ce type, d'abord, une personne qui est humaine n'a pas le droit de la regarder. 2, une personne qui tient encore à son humanité n'a pas le droit de la partager. On fait quoi? On supprime. Mais qu'est-ce qu'on constate? Il y a des gens qui prennent du plaisir, d'abord non seulement à regarder, mais à partager. Donc je reviens sur cette question de déshumanisation. Il y a plein d'exemples. On se rappelle, il y a peut-être 2 ou 3 ans, il y a eu une forte pluie du côté de Makabandidou qui a emporté des gens. Oui. Mais pendant que ces personnes se battaient pour sortir du caniveau, ceux qui filment, les gens filmaient. Ceux qui filmaient, que faisaient-ils? Entrefilmer, venir en aide à cette personne qui est dans le besoin, à cette personne qui lutte pour sa vie. Je pense que le principe serait de jeter son téléphone, d'aller vers la personne pour la secourir. Mais qu'est-ce que les gens font? On revient, c'est dans ce que j'ai évoqué tout à l'heure, c'est-à-dire cette déshumanisation se manifeste, on va dire de manière basique,
par l'envie de faire du buzz, par l'envie de faire fait quoi, par l'envie de faire des scoops, par l'envie d'être le premier. Du scandale pour le scandale. Voilà, par l'envie de faire des scoops. Oui. Regardez ce qui s'est passé, regardez tant de victimes, regardez la hauteur des dégâts. Non, je pense que l'humanisation, l'humain, dans sa nature propre, doit avoir du respect pour la notion d'humanité. Merci beaucoup. Et c'est dans cette condition que je rejoins le professeur Thierry Manguessa Iboumé par rapport à cette logique de déshumanisation. Vous avez, par exemple, vous tombez sur une vidéo de votre voisine qui a été victime d'une sextape. Vous la gardez pour vous. Ouais. Bien, vous la partagez. Bien, vous tombez sur une situation, c'est une vidéo de votre ex qui circule. Vous la partagez en vous moquant d'elle. Bien de votre frère ou bien d'un proche. Et parfois, c'est vous-même qui filmez votre voilà. Et je pense que de ce côté, la loi congolaise devrait être extrêmement virulente face à ces personnes qui ont tendance à dénigrer la personne humaine à travers les contenus audio et vidéo qui circulent sur les réseaux sociaux. La loi doit frapper. Et je sais que la loi frappe parce que je suis au parfum de beaucoup de situations similaires de personnes aujourd'hui qui ont été écrouées vis-à-vis des autorités compétentes suite à ce type d'atteinte. Donc je pense qu'il y a une véritable déshumanisation et raison pour laquelle je reviens sur cette problématique de l'éducation aux médias. Merci beaucoup. Docteur Antonin Idriss Bossoto, c'est lui l'auteur de cet ouvrage, Médias sociaux en République du Congo, entre monopole de l'information et déclin des médias classiques. Nous l'avons reçu dans Dictionnaire politique pour parler de l'impact des réseaux sociaux sur la société. Vous avez compris que tout est parti de l'actualité au Sénat, même aussi le président de la République a eu à le dire devant les parlementaires au Congrès. Le Premier ministre a interpellé même les médias sociaux, sinon les journalistes. Merci de nous avoir suivis. Il y a ce soir aussi Narcisse Kiwari qui est expert dans le domaine, activiste Bibéric Lokwa, il est activiste dans le domaine également. Merci de nous avoir suivis. Vous avez compris que la responsabilité donc des réseaux sociaux est individuel, à chacun de savoir comment s'en servir et surtout de se rendre compte que la loi existe même au-delà du Congo. Il faut donc savoir bien s'en user. Merci. On se retrouve la semaine prochaine. Merci d'être sur Tcheleka Média. Merci à toute l'équipe qui m'a permis d'être avec vous ce soir. On va se retrouver la semaine prochaine dans Dictionnaire politique.